Avant de vous expliquer ce que sont mes fonctions de première avocate générale, je vous présenterai le parquet général de la Cour de cassation. Quel est son rôle? Quels magistrats le composent? Comment ceux-ci remplissent-ils leurs fonctions? Quel est leur statut? Autant de questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre. Alors pour commencer, bien sûr, pourquoi un parquet général à la Cour de cassation? Quel est son rôle? Toutes les cours suprêmes en Europe ne sont pas dotées d'un parquet général et, lorsqu'elles le sont, leurs missions ne sont pas identiques. Ainsi, les cours suprêmes d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas et de Belgique sont dotées d'un ministère public intervenant dans les affaires civiles et pénales avec une mission de défense de l'intérêt public. En revanche, il n'existe pas de parquet général au sein des cours suprêmes d'Allemagne ou de Finlande, ni véritablement d'équivalent au Royaume-Uni. S'agissant des juridictions supranationales, si la Cour de justice de l'Union européenne est dotée d'un parquet général, la Cour européenne des droits de l'homme n'en dispose pas. Ces différences, qui tiennent à des raisons essentiellement historiques, sont liées à l'organisation judiciaire interne des États concernés. Ainsi, le ministère public français, héritier des conseils du roi au sein des parlements, est chargé de défendre la société au sein de chacune des juridictions du fond de l'ordre judiciaire. Tel n'est pas le rôle tenu par le parquet général de la Cour de cassation. On dit souvent qu'il n'est pas un parquet, c'est-à-dire qu'il n'est doté d'aucun des attributs du ministère public devant les juridictions du fond. Les avocats généraux de la Cour de cassation n'exercent pas l'action publique et n'ont pas vocation en matière pénale à porter l'accusation. Par ailleurs, ils n'exercent aucun pouvoir hiérarchique sur les parquets des cours et tribunaux et ne sont eux-mêmes soumis à aucun pouvoir hiérarchique. Le Code de l'organisation judiciaire leur donne une place au sein de chacune des chambres de la Cour de cassation aux côtés des magistrats du siège. On est avocat général à la Cour de cassation et non près la Cour de cassation, afin, selon l'article L. 432-1 du Code de l'organisation judiciaire, de rendre des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun et d'éclairer la Cour sur la portée de la décision à intervenir. Sa mission particulière n'est pas nouvelle. Elle a été décrite, voilà plus de 20 ans, par Lucien Charbonnier, lui-même membre de ce parquet général, qui écrivait, je cite, que son action se déroule uniquement sur le plan de la défense de la loi. À la Cour de cassation, son rôle se réduit à cela, et il atteint à cet égard sa plénitude. Il est gardien à la fois de la juridicité et de la rationalité des décisions judiciaires, ce qui l'amène à défendre non seulement le droit lui-même, mais encore cette valeur fondamentale, ce principe actif par lequel il est mis en œuvre et qui s'appelle la raison. Bien loin de la figure de l'accusateur, l'avocat général n'est donc, au sein du parquet général de la Cour de cassation, que le défenseur de la loi, remplissant son rôle en toute indépendance et selon sa conscience. Alors, deuxième question, qui sont les magistrats qui composent ce parquet général? Ce parquet général particulier a à sa tête un procureur général, secondé par 6 premiers avocats généraux et 51 avocats généraux en service extraordinaire et avocats généraux référendaires. Depuis plusieurs années, le parquet général a ouvert largement son recrutement à des magistrats venus d'horizons divers. Les avocats généraux sont recrutés tant parmi les magistrats ayant fait une carrière au siège qu'au parquet. Ainsi,
au sein des chambres civiles de la Cour de cassation, plus d'un tiers des avocats généraux sont nommés sans avoir jamais auparavant exercé au parquet. À ces recrutements au sein du corps judiciaire s'ajoute celui d'avocats généraux en service extraordinaire. Ce sont des professeurs d'université intégrés temporairement dans le corps judiciaire pour exercer les missions de l'avocat général. Par leur formation et leur technicité, ils apportent un regard neuf et d'une très grande richesse. Alors, c'est le troisième point, comment les avocats généraux de la Cour de cassation remplissent-ils leurs fonctions? Libres de fait de toute hiérarchie, ne recevant pas d'instruction, l'avocat général de la Cour de cassation rend des avis en toute indépendance sur les pourvois qui sont fixés à ses audiences. Dans ses avis, il propose une solution au pourvoi en s'efforçant, comme le lui demande le législateur, d'éclairer la Cour sur la portée de la décision à intervenir. Intervenant le plus souvent après le conseiller rapporteur, très spécialisé, l'avocat général a par fonction une approche plus transversale de la jurisprudence de la Chambre. Son avis va reposer, bien sûr, sur une analyse juridique des moyens soulevés en prenant en compte pour y répondre tant les travaux parlementaires que la doctrine. Mais l'avocat général apportera aussi des éléments de contexte en recherchant ce qui peut permettre à la Chambre de mieux mesurer les enjeux de sa décision. Ce qui peut le conduire à procéder, à la demande du siège ou d'initiative, à des consultations extérieures dont le résultat sera versé au dossier de la Cour et, bien sûr, communiqué aux parties. L'avocat général de la Cour de cassation n'est donc pas plus que ses collèges du siège une partie au procès. Il est libre de conclure au rejet du pourvoi comme à la cassation et peut, s'il le juge nécessaire, proposer un revirement ou une inflexion de la jurisprudence de la Cour. Mais son avis propose toujours, contrairement au rapport objectif du conseiller, une solution motivée. Ce double regard qui est porté sur les pourvois par les magistrats du siège et par l'avocat général constitue une sécurité pour les justiciables. En effet, si l'avis de l'avocat général va dans le même sens que le rapporteur, il viendra sécuriser la décision de la Cour. Si l'avis est différent, son intervention en développant de manière argumentée une vision différente contribuera à enrichir le débat et la réflexion collective de la Chambre. J'ajoute que les avis des avocats généraux sont accessibles à l'ensemble des magistrats par l'intranet de la Cour de cassation et peuvent être publiés sur le site internet de la Cour et par des revues juridiques. Ainsi qu'il ait été suivi ou non, l'avis argumenté de l'avocat général pourra constituer l'un des éléments du débat suscité par la décision pour les universitaires, les praticiens du droit, voire les décideurs publics et le législateur. Il pourra notamment contribuer à expliciter des difficultés d'application, à pointer des lacunes des textes que la jurisprudence ne peut pas toujours combler et à préconiser des évolutions législatives, autant d'éléments qui ne peuvent figurer dans l'arrêt de manière explicite. Ce rôle essentiel de l'avocat général rend d'autant plus nécessaire une clarification des textes, parfois en contradiction avec la réalité,
pour asseoir son indépendance et renforcer sa légitimité. Ce qui nous conduit à évoquer le statut des avocats généraux de la Cour de cassation. Je vous l'ai dit, les avocats généraux de la Cour de cassation exercent leurs fonctions juridictionnelles dans la plus grande indépendance, ne recevant aucune instruction. Pourtant, l'article 5 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 place sans distinction les magistrats du parquet sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des sceaux. Et le Code de l'organisation judiciaire permet au procureur général d'attribuer ou de retirer un dossier à un avocat général. Ces dispositions sont tombées en désuétude depuis de très nombreuses années. Il n'en reste pas moins que ces textes sont en contradiction avec les faits, mais aussi avec la mission donnée au parquet général par le législateur qui exige que son indépendance soit statutairement garantie. C'est la raison pour laquelle, avec le soutien de la première présidente, le procureur général a transmis au garde des Sceaux un projet de réforme du statut du parquet général de la Cour de cassation, projet qui vise à inscrire dans les textes son indépendance et celle de ses membres, ainsi qu'à faire apparaître clairement la spécificité de son rôle. Il s'agit de mettre enfin les textes en conformité avec la pratique. Alors, cinquième et dernière question. Dans ce contexte, quel rôle spécifique tiennent le procureur général et les premiers avocats généraux? Comme la première présidente à l'égard des magistrats du siège, le procureur général joue un rôle d'animation, d'impulsion, de coordination et de représentation du parquet général de la Cour. Il est en effet important de souligner que l'indépendance des avocats généraux s'inscrit dans le cadre d'un exercice collectif, ce qui, loin d'affaiblir leur action, contribue au contraire à la légitimer. Indépendance ne signifie pas en effet isolement. Il revient donc au procureur général d'encourager les échanges entre les avocats généraux pour nourrir la réflexion et tendre à une certaine cohérence. Il lui appartient aussi de faire vivre les relations institutionnelles avec les partenaires extérieurs, ministères ou autorités administratives indépendantes, ainsi qu'au sein de la Cour avec la première présidence. C'est lui, enfin, qui représente les membres du parquet général dans les relations internationales avec d'autres cours suprêmes. Mais le procureur général près la Cour de cassation a par ailleurs d'autres attributions extérieures à la Cour. Il remplit les fonctions du ministère public auprès de la Cour de justice de la République avec l'assistance d'un avocat général. Il est le vice-président du conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. Enfin, il préside la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente pour les nominations et la discipline des magistrats du parquet. Les premiers avocats généraux, pour leur part, participent à l'activité juridictionnelle de leur chambre. Il existe, en effet, un premier avocat général par chambre de la Cour de cassation. Leurs attributions juridictionnelles se doublent d'un rôle d'animation de l'équipe des avocats généraux affectés à la Chambre. Précisons que le premier avocat général n'exerce aucun pouvoir hiérarchique. C'est un chef d'équipe, un organisateur qui réunit régulièrement les avocats généraux pour partager l'information, dialoguer et permettre à chacun de recueillir l'avis de ses collègues sur les pourvois qui lui posent difficulté. Le premier avocat général doit avant tout
être à la disposition de ses collègues afin de partager les difficultés de tous ordres qu'ils peuvent rencontrer, qu'il s'agisse de difficultés professionnelles, personnelles ou d'ordre déontologique. Enfin, le premier avocat général représente le parquet général auprès du siège de sa chambre et particulièrement de son président. Il s'efforce d'être auprès du procureur général force de proposition et par les échanges qu'il peut entretenir avec administration et universitaires, de contribuer au rayonnement de la Cour de cassation. Pour terminer, je vous dirai quelques mots sur les relations que le parquet général de la Cour de cassation entretient avec les parquets des juridictions du fond. S'il n'exerce aucun pouvoir hiérarchique, le parquet général remplit en effet auprès d'eux un rôle d'information, de diffusion de la jurisprudence et de formation. Ce qui conduit le procureur général à réunir annuellement l'ensemble des procureurs généraux dans le cadre d'une journée d'études destinée à faire le point sur les grandes jurisprudences de la Cour et à diffuser tous les 2 mois aux parquets généraux, parquets du premier degré et auditeurs de justice, un panorama de jurisprudence recensant les décisions de la Cour susceptibles de les intéresser, accompagnées d'un commentaire explicatif. Ajoutons qu'en partenariat avec l'École nationale de la magistrature, une session de formation à la rédaction des pourvois est organisée 2 fois par an à l'intention des magistrats des parquets généraux de cour d'appel. Vous aurez compris que le parquet général de la Cour de cassation joue un rôle fondamental en tant que gardien et serviteur de la loi et du droit. Mettant enfin en accord les textes et la pratique, la consécration par le législateur de son indépendance participera à asseoir la légitimité de la Cour dans son ensemble.